Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Il est venu, il a servi avec dévouement, il est parti avec les honneurs. Il sait bien notre regretté Daouda Tabansila, dont tu aimes plus que tout, décédé vendredi dernier. Notre regretté est élevé à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre national du mérite, un toit offert à sa famille, l'éducation garantie pour ses enfants. Et puis coordination, dialogue et planification stratégique. Ce mercredi, le palais de la Colombe de Boulbiné a accueilli la toute première réunion statutaire du comité national du budget programme. C'est le premier chef du gouvernement Amadou Iba qui a donné le coup d'envoi des travaux. En fait, la Guinée avance dans la réforme de l'administration publique. Ce mardi, les ateliers thématiques du programme de réforme de l'État et de la modernisation de l'administration publique sont lancés à Conakry. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ces séries de décrets. Décret 2 2025-01-63 PRG, CNRD, SGG, portant nomination d'un chevalier dans l'ordre national mérite à titre posthume. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L94-002 CTRN du 26 janvier 1994, modifiant et complète l'ordonnance numéro 16 PRG-SGG du 22 septembre 1986 portant création de l'ordre national du mérite. Vu le décret D 2021-002 PRG-CNRD-SGG du 27 septembre 2021 portant nomination du grand chancelier des ordres nationaux de mérite de Guinée. Vu le décret D 2022-05-10 PRG, CNRD, SGG du 25 octobre 2022 portant nomination des membres du Conseil des ordres nationaux de Guinée décrète. Article 1er, décerner posthume le grade de chevalier de l'ordre national du mérite de la République de Guinée. De Tabansila, journaliste à la radio-télévision guinéenne RTG à reconnaissance des services loyables rendus à la nation. Des services louables rendus à la nation. Article 2, le président décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera reçu au journal officiel de la République Conakry le 20 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-01-64 PRG CNRD SG portant attribution, organisation et fonctionnement de l'administration et contrôle des grands ACGP. Le président de la République a vu la charte de la transition décrète. 1. Disposition générale. Article 1er. Le présent décret fixe le cadre juridique régissant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'administration et contrôle des grands projets en abrégé ACGP. Article 2. Placé sous l'autorité directe du président de la République. L'ACGP est un organisme public sui generis en charge de la maîtrise d'œuvres publiques. Article 3. L'ACGP principalement régi par la loi organique relative aux lois de finances du 27 juillet 2012 et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. La loi L 2018-027 AN du 5 juillet 2018 fixant les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée. Cette texte, le présent décret tel qu'il est adopté, de même que les modifications qui interviendront, les décisions de l'administration centrale, toute loi et règlement applicable, le droit administratif. Article 4. Le siège de l'ACGP fixé à Conakry, il peut toutefois être déplacé en cas de nécessité en tout autre lieu du territoire par décret présidentiel. Titre 2. Mission et attribution. Article 5. Le président fixe les missions et attributions de la CGP, ceci sans préjudice d'autres missions et attributions qui peuvent lui être dévolues par toute autre disposition applicable. Chapitre 11 et maîtrise d'œuvres publiques. Section 1. Généralité, article 6. Sans sa qualité de maître d'œuvre publique, la CGP participe à l'identification et à la planification des projets. Elle est responsable des études, du contrôle, de la supervision, de l'assistance et du conseil ainsi que de la réception technique de tous les projets tels que définis par les dispositions applicables portant sur la gouvernance des projets publics en République de Guinée.
Article 7. L'administration contrôle des CGP est la seule structure en charge de la maîtrise d'œuvres publiques. La CGP est le maître d'œuvre public statutaire de tous les projets en République de Guinée, quel qu'en soit le mode de réalisation et de finance. Garantir l'efficience des investissements publics, les engagements des dépenses liés au projet, avance de démarrage des comptes, etc. sont soumis au préalable du maître d'œuvre publique ACGP. Article 8. Les domaines d'intervention de l'ACGP diffèrent selon la nature des projets et programmes publics. Les projets publics sont divisés en 3 catégories. 1. Les projets publics classiques. Les projets publics dits classiques désignent des initiatives qui s'inscrivent dans des cadres de planification et de mise en œuvre traditionnels, généralement gérés par des institutions publiques. Ils visent des résultats tels que le développement d'infrastructures, l'amélioration des services publics ou la mise en œuvre des politiques publiques. Numéro 2. Les projets publics structurants, souvent appelés grands projets, sont des initiatives d'envergure menées par les pouvoirs publics pour transformer durablement un territoire, un secteur économique ou une société. Se distinguent par leur ampleur, leur complexité, leur impact à long terme et dont leur mise en œuvre nécessite une réflexion approfondie, une planification rigoureuse et une évaluation continue de leur impact. 3. Les projets publics d'urgence et de proximité. Ce sont des projets non planifiés et qui constituent des initiatives mises en place rapidement pour répondre à des besoins spécifiques et immédiats d'une population donnée, généralement suite à une crise ou un événement imprévu, catastrophe naturelle, circonstances imprévues. Ces projets se caractérisent par leur réactivité, leur adaptation au contexte local et leur proximité avec les populations concernées. Article 3. Fixation des seuils d'intervention de l'ACGP. Les projets publics classiques. L'ACGP intervient sur les projets répondant aux critères suivants, à l'exception des projets de développement rural et projets d'ordre de souveraineté. Pour la phase d'étude du projet, 5 milliards de francs guinéens. Pour la phase de réalisation, 2 milliards de francs guinéens. Avant chaque exercice, un filtrage sera effectué avec la direction en charge des investissements publics pour arrêter une liste définitive des projets incluant dans ce seuil, devant faire l'objet d'une prise en main par l'ACGP, étude de contrôle et supervision. Ces prestations feront l'objet d'une convention globale entre le gouvernement et l'ACGP. Les fonds correspondants à la station subventionnée feront l'objet d'un transfert sur le fonds de maître d'ouvrage. Un mécanisme accéléré de décaissement du fonds sera créé pour permettre à l'ACGP, d'une part, de réaliser des études bancables permettant à l'État guinéen de rechercher les financements des partenaires techniques et financiers PTF et d'autre part d'être efficiente dans le contrôle et la supervision des travaux dans le strict respect du triple qualité, coût, délai conformément au cahier de charges. Ainsi, le montant de rémunération de la maîtrise d'œuvre sera en fonction de la complexité du projet, de la taille du projet et du coût des travaux. Le pourcentage à appliquer sur le montant hors taxe du coût des travaux varie de 3 à 10%. Pour les projets en deçà de ces seuils mentionnés, la CGP effectuera la validation des études APS, faisabilité, APD, DAO, réalisées par les maîtres d'ouvrage à travers les bureaux études, contrôle et supervision inscrits dans la base de données de l'ACGP, faisant l'objet d'une évaluation régulière ainsi qu'un contrôle a posteriori dans la phase de réalisation des projets. Les projets publics structurants. l'ACGP intervient systématiquement dans les phases de conception, de planification et d'exécution. La source de financement relative à ces projets, les fonds de maîtrise d'œuvre, les projets publics d'urgence et de proximité. Pour les projets émanant de la puissance de la République, l'ACGP intervient par saisine. Pour les projets émanant des maîtres d'ouvrage, les seuils subventionnés seront appliqués.
Section 2, descriptif des missions de maîtrise d'œuvres publiques. Article 10. Dans le cadre de sa mission d'assistance à l'identification et à la planification des projets publics, la CGP est notamment en charge des missions suivantes. Analyse et synthèse des dossiers relatifs à la formulation de politiques économiques, des rapports d'études et de supervision économique à court, moyen et long terme. Évaluation exacte des projets et au programme préparation du cadre logique des projets et programmes publics. Recherche de financement et négociation des conventions de financement en appui au département ministériel concerné. Un décret du président de la République définira les modalités d'application de cette disposition. Suivi, analyse, interprétation et synthèse des dossiers, documents et informations relatifs au programme de développement. Élaboration des termes de référence. Études, contrôle et supervision des travaux. Article 11. Dans le cadre de sa mission de conception des projets publics, la CGP réalise et ou fait réaliser des études. À cet effet, elle est notamment chargée des études préliminaires, des études de faisabilité, des travaux d'évaluation exempts à entreprendre par les bailleurs de fonds en rapport avec les départements ministériels concernés. Des études de marché nécessaires à la conception et au dimensionnement des projets publics, des études d'impact environnemental et social, y compris l'évaluation financière du coût d'indemnisation des personnes affectées, des études techniques, économiques et financières, de l'évaluation du coût du projet public, ceci en relation avec la maîtrise d'ouvrage avec le maître d'ouvrage qui initie le projet public et la charge de la planification qui le codifie. Des études d'avant-projet sommaire, des études d'avant-projet, des études d'exécution, des dossiers d'appel d'offres ou dossiers de consultation des entreprises en collaboration avec le maître d'ouvrage. Article 12. Dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux relatifs au projet public, la CGP assure les missions de contrôle et de supervision. À cet effet, la CGP exécute les prestations de contrôle et de supervision des travaux et signe ou, en sa qualité de maître d'œuvre, que les contrats y afférents assurent le suivi technique et financier de tous les projets publics. En conformité des plans d'exécution, délivre son visa, procède à la vérification, à la comptabilisation et à la mise en paiement des factures et des décomptes sur financement du budget national de développement BND et sur financement extérieur FINEX certifié par le maître d'œuvre délégué mission de contrôle. Pour faciliter à la CGP cette dernière tâche, le ministre en charge de l'économie et des finances déléguera à l'administration générale pour la circonstance ses pouvoirs de signature des demandes de retrait des fonds DRF pour garantir l'efficacité et l'efficience des investissements. Aucun maître d'ouvrage ne doit procéder aux engagements des dépenses d'investissement liées au projet, avance de démarrage, décompte, etc. sans visa préalable du maître d'œuvre public, à l'occurrence la CGP, assiste le maître d'ouvrage conformément aux dispositions applicables en matière de commande publique à la réception des ouvrages, réception provisoire et définitive. Procède en collaboration avec le maître d'ouvrage à la réception à l'usine des matériels et équipements. Assume la responsabilité de l'ordonnancement des travaux, du pilotage des chantiers, de la coordination et du contrôle permanent des chantiers. Gère la garantie de parfait achèvement. Assiste le maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. Procède à l'évaluation ex post des projets et programmes publics. Chapitre 2. Mission d'assistance et de conseil. Section 1. Mission d'assistance et de conseil d'ordre général. Article 13. La CGP a également pour mission d'assister et de conseiller toutes les structures intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes publics. Article 14. De manière générale, la CGP émet un visa sur toutes les questions liées à la faisabilité, la structuration, la promotion et la réalisation des projets et programmes publics. Participe aux travaux de revue des portefeuilles des projets et programmes publics avec les partenaires techniques et financiers et les départements ministériels.
participe de droit aux travaux des instances chargées du pilotage des programmes et projets publics. Ces comprennent sans que cette liste ne soit limitative. Les comités de coordination et de pilotage des projets et programmes publics transversaux tels que visés au sein de la loi portant sur les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée. Les commissions de suivi des projets et des programmes publics objet de la commande publique, marché public et partenariat public-privé notamment. Les instances de gouvernance des organismes publics, conseils d'administration notamment, au sein desquels la CGP est membre. Les instances de gouvernance des organismes publics, conseils d'administration notamment, où la CGP n'est pas membre lorsque l'ordre du jour de la réunion relative aux projets et programmes publics. Dans ces cas de figure, l'organisme public adresse une invitation à la CGP dans les délais et formes prévus par les dispositions applicables. Section de mission d'assistance et de conseil auprès du président de la République. Article 15. Dans le cadre de ces assistances de conseil au président de la République, la CGP est notamment chargée d'émettre, sur instruction du président de la République, un avis sur la répartition géographique et stratégique des projets et programmes publics, préparer des notes techniques sur les projets et programmes inscrits au programme d'investissement public PIP et ou au plan national de développement, promouvoir, étudier, assurer en application de la loi portant les règles de gouvernance des projets ou programmes publics en République de Guinée, la maîtrise d'ouvrage délégué de tout projet et programme public spécifique que le président de la République décide de lui confier, procède à l'attention du président de la République, au suivi, à l'analyse, à l'interprétation et à la synthèse des dossiers, documents et informations relatifs au programme de développement. Réalise au nom et à la discrétion du président de la République sous couvert de ses instructions et dans le respect des attributions de la CGP au regard des différentes catégories de projets et programmes publics, à la fois la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage délégué des projets et programmes publics et de proximité, préparés à l'attention du président de la République. Les rapports publics d'avancement des projets et programmes publics, participer à la définition des stratégies sectorielles en adéquation avec les priorités du gouvernement en matière de développement, participer aux missions de suivi et évaluation des projets et programmes publics. Section 3. Mission d'assistance et de conseil auprès des maîtres d'ouvrage. Article 16. Dans le cadre de ces missions d'assistance et de conseil aux maîtres d'ouvrage, la CGP, sans que cette liste ne soit limitative, assume la qualité d'œuvre déléguée lorsque le maître d'ouvrage public délégué délègue ses fonctions à une personne de droit public ou de droit privé ou à un organisme multinational, ceci dans le cadre et les conditions prévues par la loi portant sur les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée. Mission Section 4. Mission d'appui, d'assistance et de conseil dans le cadre de la structuration et la promotion des projets et programmes publics. Article 17. Dans le cadre de la structuration et de la promotion des projets et programmes publics, la CGP, sans que cette liste ne soit limitative au stade de leur étude et de leur conception, assiste le maître d'ouvrage dans la structuration technique, financière et juridique des projets et programmes publics identifiés comme stratégiques et structurants pour l'économie guinéenne, de sorte à attirer l'intérêt d'investisseurs et partenaires financiers nationaux et internationaux, assurer une promotion efficace des projets et programmes publics en vue d'assurer leur développement et leur financement conformément aux meilleurs standards internationaux et à des conditions favorables aux intérêts de la nation guinéenne et des générations futures. Participe à la recherche de financement, aux négociations et de documentation contractuelle afférentes au développement et au financement des projets, à la levée des conditions suspensives à l'investissement ou au décaissement ou au suivi des projets financés en appui
au département ministériel concerné. Procède au suivi, à l'analyse, à l'interprétation et à la synthèse des dossiers, documents et informations relatifs au programme de développement économique. Participe à l'élaboration du programme d'investissement public PIP et à l'inscription dans ce programme des projets de développement des départements ministériels, organismes publics et collectivités décentralisées. En collaboration avec les ministères sectoriels, participe à la revue du portefeuille de projets des bailleurs. Section 5, mission d'assistance de conseil dans le cadre du financement des projets et programmes publics. Article 18. Dans le cadre du financement des projets et programmes publics, la CGP, sans que cette liste ne soit limitative, participe à la structuration technique, financière, juridique des projets et programmes publics en appui au département ministériel concerné. Participe à la recherche de financement, aux négociations de la documentation contractuelle afférente au développement et au financement des projets et programmes publics, à la levée des consives, à l'investissement ou au décaissement des fonds et ou au suivi des projets financés en appui au département ministériel concerné. Procède au suivi, à l'analyse, à l'interprétation et à la synthèse des documents, des dossiers, des informations relatives aux informations relatives au programme de développement économique. Participe à l'élaboration du programme d'investissement en pays public PIP et à l'inscription dans ce programme des projets de développement des départements ministériels, organismes publics et collectivités décentralisées. Chapitre 3. Mission d'assistance et de conseil dans le cadre du pré-contentieux et du contentieux. Dans le cadre, article 19, dans le cadre du précontentieux, contentieux latent ou effectif en lien avec les projets et programmes publics, la CGP peut être amenée de diverses manières dans la formulation des recommandations et d'avis à l'égard des parties prenantes qui la saisissent à tout stade de réalisation des projets publics ou postérieurement à la réalisation de ces derniers. Article 20, la CGP exerce les missions à l'article 17 en toute indépendance, de bonne foi, en toute transparence et dans le respect des principes communément admis contradictoires. La CGP s'attache également à respecter et à révéler afférente lorsqu'elle intervient en qualité de médiateur et ne saurait s'ériger en juge partie dans un dossier. Titre 3. Orientation stratégique. Article 21. Les orientations stratégiques à la CGP sont fixées dans un contrat de programme qui couvre une période de 3 à 5 ans. Article 22, le contrat de programme qui doit être approuvé par le président de la République doit notamment contenir les informations sur les objectifs de développement de la CGP, les indicateurs de performance dans le domaine de la qualité de service de la CGP, de son développement et de sa gestion, les coûts et les surcoûts engendrés le cas échéant par la CGP dans le cadre de ses activités et la compensation financière de l'État qui en découle. Chapitre 4, organisation et fonctionnement. Titre 4, organisation et fonctionnement. Chapitre 1, gouvernance interne. Article 23, la CGP est un organisme public générie dirigé par un administrateur général. Article 24, toute personne qui, sous quelque dénonciation que ce soit, prend part à la gestion courante de la CGP ne peut exercer une quelconque fonction de gestion au sein d'une autre institution dans laquelle la CGP des intérêts. Article 25, sans préjudice de l'engagement de leurs responsabilités civiles et pénales en vertu des dispositions applicables, chaque personnel au sein des différents services de la CGP est responsable devant l'administrateur général des manquements dans l'exercice de ses fonctions. À ce fait, chaque personnel s'expose en cas de manquement à des sanctions disciplinaires applicables prévues par son statut et les textes régissant la CGP. Chapitre 2, organisation générale des services de la CGP. Section 1. Disposition générale. Article 26. Pour l'accomplissement de ces missions, la CGP comprend plusieurs services. L'administration générale, les services d'appui à l'administration générale, les départements, les directions, les divisions.
Section 2, l'administration générale. Article 27. L'administration générale est composée d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint. Sous-section 1, l'administrateur général, article 28, la CGP est dirigée par un administrateur nommé par décret du président de la République. Article 29, sans préjudice du respect des directives et orientations données par les tutelles techniques et financières et déclinées au titre 1. L'administrateur général assume sous sa responsabilité l'administration et la direction générale de la CGP. Il la représente dans ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus d'agir et d'organiser en toutes circonstances au nom de la CGP et les exerce dans la limite des missions et attributions de la CGP et de ses services. À ce titre, l'administrateur général exerce notamment les missions suivantes: conduite de la mise en œuvre des projets et programmes publics, soumission au président de la République d'un plan d'action et d'un programme relatif au projet et programme public, présentation périodique de rapprochement des projets et programmes publics au gouvernement, en Conseil des ministres, ordonnance de l'ensemble des dépenses de la CGP, recrutement du personnel. Sous-section 2, l'administrateur général adjoint. Article 30. L'administrateur général est assisté dans ses fonctions par un administrateur adjoint nommé par décret du président de la République. Article 31. L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans le cadre de ses fonctions et remplace l'administrateur général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Article 32. La fiche de poste de l'administrateur général adjoint est soumise à la tutelle par l'administrateur général de la CGP et rentre en application après validation. Section 3. Les services d'appui station générale. Article 33. Les services d'appui assistent l'administrateur général dans l'exercice de ses fonctions. Chaque service d'appui est dans son domaine d'expertise, notamment des missions suivantes: émettre son avis sur les dossiers qui lui sont affectés par l'administrateur général, mettre en œuvre toutes les activités susceptibles de contribuer à la réalisation de ses projets et de son action auprès de l'administrateur général ou au sein de la CGP, exécuter tâches confiées par l'administrateur général. Section 4. Les départements. Article 34. Les départements dirigés par le chef de département sont composés de plusieurs directions. Les départements peuvent être regroupés en pôles métiers en fonction des besoins. Article 35. Les chefs de département sont nommés par décision de l'administrateur général. Section 5. Les directions. Article 36. Les directions dirigées par des directeurs peuvent être composées de plusieurs divisions. Article 37. Les directeurs sont nommés par décision de l'administrateur général. Section 6. Les divisions. Article 38. Les divisions peuvent être sous la direction de l'administration générale des départements ou des directions. Elles sont dirigées par des chefs de division. Article 39. Les chefs de division sont nommés par décision de l'administrateur général. Titre 5. Gouvernance externe. Article 40. Dans le respect de la loi organique relative aux lois de finances et des textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique, le cadre de gouvernance des finances publiques, le ministère des Finances est chargé de la tutelle financière de la CGP. Titre 6. Gouvernance comptable et financière. Chapitre ressources financières et endettement. Article 41. Les ressources de la CGP sont constituées de dotations budgétaires annuelles allouées par l'État pour son fonctionnement. Produit ici de ces prestations de services, ressources mises à disposition par les partenaires de développement ou autres acteurs financiers en vertu des conventions et accords de crédit conclus avec le gouvernement. Produit ici de la cession de ses actifs, dons et legs. Ressources ici de fonds de maîtrise d'œuvres publiques et d'assistance technique tels que définis et présentés par la loi portant gouttière des projets publics en République de Guinée. Article 42. Aucun impôt, aucun droit,
Aucune taxe ne peut être directement affectée à la CGP. Article 43, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, la CGP n'est pas autorisée à contracter des emprunts ni à émettre des titres de créance. Chapitre 2, contrôle de l'utilisation des ressources financières. Article 4, le budget et les comptes de la CGP sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique et le cadre de gouvernance des finances publiques. Article 45, le contrôle des ressources financières de la CGP est exercé par un contrôleur financier, l'inspection générale de l'État, l'inspection générale des finances et par la Cour des comptes dans des conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Article 46, la CGP s'inscrit dans le respect de la législation applicable à la commande publique, marché public et partenariat public-privé notamment, dans les conditions prévues par celle-ci. Chapitre 3, établissement des comptes et transmission. Article 47. Les comptes de la CGP sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique et le cadre de gouvernance des finances publiques. Article 48, les comptes CGP doivent être au plus tard le 30 juin d'être arrêté au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, ceci dans le respect des dispositions du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Ces comptes qui sont transmis par l'administrateur général au ministre en charge de l'économie et des finances doivent comprendre d'une part les états de comptabilité générale, bilan, compte de résultats, tableau des flux, des trésors et états annexés. Et d'autre part, les états de comptabilité budgétaire, état de développement des recettes et des dépenses. Il s'accompagne des rapports de gestion, des rapports d'exécution du contrat de programme. Article 49, les états d'exécution du projet du budget à mi-année doivent être transmis au président de la République au plus tard le 31 juillet. Ils sont accompagnés des prévisions d'exécution de fin d'exercice et des rapports semestriels sur la situation financière et la qualité de la gestion établie par le contrôleur financier conformément aux dispositions générales sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Chapitre 4. Transmission du projet de budget et adoption. Article 50. Le projet de budget approuvé par l'administrateur général est transmis au président de la République pour intégration au budget de l'État au dernier trimestre. Le projet de budget transmis par la CGP doit obéir aux dispositions du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Il doit respecter la nomenclature en chapitres et articles, lesquels seront présentés en session de financement et session d'investissement et être accompagnés du plan d'investissement et de financement des états de développement des recettes et des dépenses budgétaires. Article 51. L'adoption du budget de la CGP doit intervenir avant le début de chaque exercice, sauf circonstances exceptionnelles. Les informations à transmettre doivent également porter une programmation budgétaire sur 3 ans. Chapitre 5, subventions. Section 1, caractéristiques des subventions. Article 50. Les subventions de l'État allouées à la CGP doivent couvrir en totalité le coût de ces activités, à l'exception des coûts couverts, le cas échéant, par les ressources propres de la CGP. Ces subventions distinguent les montants destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et les montants destinés à couvrir les dépenses d'investissement. Article 53, lorsque la CGP reçoit une subvention de l'État, le montant inscrit dans le projet de budget doit être conforme à celui inscrit dans le projet de loi de finances. Section 2, demande de subvention. Article 54. Les subventions accordées à la CGP dans la loi de finances après demande de crédit formulée par la CGP. Article 55. La demande de subvention de la CGP effectuée chaque année par l'administrateur général de la CGP.
Article 56. La direction en charge du budget procède à l'examen de la demande de subvention de la CGP en conférence budgétaire. Elle formule une proposition de subvention soumise à l'approbation du ministre en budget et à inscrire dans le projet de loi de finances qui sera soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Titre 6. 7. Disposition finale. Article 57. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 20 août 25 signé. Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité ce soir, il est venu, il a servi avec dévouement, il est parti avec les honneurs. Il sait bien notre regretté Daouda Taban Silla, non Taban dont tu aimais plus que tout. Décédé vendredi dernier, notre regretté Taban Silla est droit à ce mercredi hommage de la nation, élevé à titre posthume au rang de chevalier de l'ordre national du mérite, un toit offert à sa famille et l'éducation garantie pour ses enfants. Des actes qui symbolisent encore une fois la magnanimité du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. L'annonce a été faite par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara. L'hommage de la nation à un journaliste passionné, un citoyen humble et social. Le film nous est raconté. Une fois de plus, la nation guinéenne porte le deuil et ses fils ont encore du mal à se relever face à la recette de cet autre triste. Vendredi 15 août 2025, Daouda Taban Silla, journaliste de son état, tire sa révérende hôpital tunisienne des suites de maladie. Certains n'en croient pas encore leurs yeux. Pourtant, depuis Oli et le chagrin se sont invités dans le quotidien des amis et des collaborateurs de Daouda Taban. Daouda était plus qu'un simple journaliste de la RT. Il aimait profondément son métier. Avec dynamisme, engagement et passion, il a consacré sa vie à informer, à éclairer et mettre la vérité au service de la société. Au-delà du jeu, nous pleurons aujourd'hui l'homme, le frère, le fils, l'époux, le père. Je garde encore en mémoire les derniers échanges, 2 jours seulement avant son décès. Le jour où il devait se rendre en Tunisie pour ses soins. Il m'avait dit, avec une voix pleine de tendresse, et c'était devant témoin, il a dit, je cite, « Madame, priez pour mon épouse, bénissez-la, elle s'occupe bien de moi, elle ne dort que quand je dors. » Fin de citation. Ce message nous profondément, car il résume ce qu'était Daouda. Nous perdons un professionnel exemplaire, un camarade loyal, un esprit lumineux. Mais nous gardons de toi l'image de cœur, toujours prêt à servir, à conseiller, à inspirer. Reporter infatigable, champion, ton nom restera gravé dans l'histoire de la RTG. Devant cette épreuve difficile, comment devant la volonté divine, puisse le Tout-Puissant t'accueille de miséricorde et t'ouvrir les portes de son paradis éternel. Au syndicat de la RTG, par ma voix, te demande de nous pardonner. Nous, au nom des travailleurs, nous te pardonnons. Pour chaque journaliste guinéen, c'est un secret de savoir que Taban Silla, reporter dans l'âme doubleur, a roulé sa bosse dans pas mal de rédactions avant de déposer sa marque. Son talent, remarqué depuis l'ISIC de Kuntia, Taban la monnaie de chemin pour répondre au service de la nation. Par ta plume féconde sur les activités du plan et de la coopération, l'on témoigne tout simplement qu'aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Daouda nous a liés dès les premiers jours de notre aventure commune à l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kuntia en novembre 2006. Au fil des ans,
nos chemins se sont recroisés au ministère du Plan et de la coopération internationale, où j'ai eu encore le prix de découvrir en toi un collaborateur exemplaire, aimé par un esprit de service et une humanité qui inspire le respect. Daouda, la disparition laisse un vide immense au sein de notre département. Je te pleure, mon fils. Le ministre Ismaël Labé te pleure. Les cadres du MPCI te pleurent. Daouda Tabansila a suivi à l'ISIC de cursus universitaire sans faille, choisissant qui forme le mieux la presse écrite. Il sort parmi les meilleurs. Fort d'un sens d'initiative et des responsabilités remarquables, il co-initie le magazine papier Le Tremplin, produit entièrement par les étudiants en fin de cycle depuis de l'ISIC de Goutia. Malgré ta passion pour le journalisme avec beaucoup d'art, ton dévouement dans le travail laisse certes un goût d'inachevé. Mais ce beau monde composé de croyants qui te rend hommage aujourd'hui estime qu'on ne se trouve pas tétanisé outre mesure face à une quelconque. Les sages, les imams, parents, femmes et jeunes du quartier Imbaya Faba, M. Tabansila a été et sera pour leur population une référence. Un livre d'histoire et de contes qu'ils vont raconter aux petits-enfants dans le futur. Daouda Tabansila était ce jeune homme qui donnait de la joie de vivre dans leur quartier. Son charisme, par sa générosité et sa courtoisie inélégante. Il était si humble, si respectueux et adorable, mais surtout vrai et direct dans ses propos et actes. Daouda Sinla, par ton village Taban, que tu as accepté comme ton deuxième prénom, jouit désormais d'une renommée à l'échelle nationale. Malgré, en ce mois d'août 2025, les fils de la nation guinéenne se conforment aux règles rationnelles de l'omnipotent, en réalisant que l'homme n'a point de temps, n'a point de rive, il coule et nous passons. J'ai mené plusieurs voyages avec Taban et à chaque fois c'était avec des mots de satisfaction et plein de sourires quand je voyais les objectifs atteints. On arrivait par moments à certains voyages où tout n'était pas réuni. Je disais, cher Taban, comment tu vas faire? Et quelques minutes après, je voyais Dieu se dévouer et être présent à nos côtés pour réaliser ce pourquoi il était là. Jamais il se plaignait malgré son état de santé ou quelque chose qui n'allait pas. Il savait lui-même pour le service à sa nation. Et la présence de chacun ici, je pense, témoigne de cela. Pour l'homme qu'il a été, il a su donner à chacun d'entre nous. Reporter, chroniqueur, animateur, administrateur du site web de la RTG. Taban est désormais inscrit des meilleurs journalistes qui ont marqué leur passage à la télévision nationale. Passion, engagé, petit de talent. D'abord Taban, à jamais dans nos cœurs. Jeune frère, tu as connu des moments de gloire, mais aussi des moments difficiles. En 2020, tu as été renvoyé de la RTG, alors que j'étais RTG, mais sans pouvoir de décision. Le syndicat de la RTG et moi-même avons tout fait à l'époque contre Rami, mais sans succès. Ainsi arriva le 5 septembre 2023. Le nouveau patron de la République, le général Mamadi Doumbouya, me porta quelques mois après à la tête du ministre de la RTG, Radio-Télévision du Niger. Comprenez-moi ce jour, tout avant. Je peux reprendre le travail, je peux reprendre. Ma première décision ce jour, c'est de devenir rédacteur en chef du site web de la RTG en même temps. Ensemble, avec tes collègues, Abreyi, Bouka, Awacha,
nous avons réussi à transformer le site. On a réduit, on a changé de nom. RTGKourouma.info devient RTGK.info. Je suis très affecté, très affecté par la nature. Après des années de bataille avec syndicat de la RTG, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, touché par la situation des stagiaires RTG. 350 stagiaires recrutés, c'était une première à la radiodiffusion télévision. Mais voilà, à peine intégré à la fonction publique, tu n'as bénéficié que de 2 mois de salaire. Tu as décidé. À cet instant de deuil, qu'il me soit permis de le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a instruit le ministre du Plan et celui de prendre toutes les dispositions pour ton évacuation. Mais malheureusement, la maladie a eu raison de toi. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir te rendre hommage. Dans le travail, reporter tout terrain, guerrier assis, tu as bien rempli ta mission. Et c'est ce que le chef de l'État, le général d'armée, Mamadi Doumbouya, a tout de suite compris. Par la grandeur d'âme de celui-ci, Tabansila sera élevé au rang de chevalier de l'ordre national à titre posthume. Effectivement, au nom du président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, que nous nous trouvons ici aujourd'hui. Et avant de livrer le message, je voudrais tout simplement dire au regard de tout ce que nous avons entendu et par la grandeur de cette grande mobilisation, nous nous rendons compte que M. Silla, il a vécu, en plus d'avoir, il a aussi servi. Nous sommes souvent venus à des levées de corps ici, mais ça reste encore un souvenir exceptionnel de voir tout ce beau monde ici. Et tout ce monde, il les a cherchés par son travail. Et comme le disait le ministre tout à l'heure, et tout ce temps-là au service de l'État, de la patrie, traîner ses potes partout, dans des conditions souvent extrêmes, mais n'était qu'un stagiaire. Et quand même, l'État, il a marqué sa République. Et c'est à ce titre que le chef de l'État, lui, restait auprès de la famille pour leur témoigner toute sa compassion et les présenter ses condoléances les plus attestées. Hier, dans la presse, j'ai eu une séance de travail avec le ministre de l'Information et de la Communication et avec qui on ne pourra pas revenir sur tout ce qu'il a dit sur le mot juste. Il a dit qu'il était parti à la fleur de l'âge. Une chose aussi nous a marqué dans cette conversation quand il a dit que c'était un journaliste d'exception. Je souhaiterais que ses parents, ses enfants gardent ça en tête. A dit que cet homme qui est couché ici était un homme d'exception. Il a fait décider ce qui suit. Il nous a instruit de prendre des dispositions pour que M. Daouda Tabansila, ici couché, soit élevé au rang national de mérite. Le prince sera pris d'un moment à l'autre et on aura l'honneur et le privilège de prendre cette médaille-là en lieu et place de leur père qui a valablement. Il faut servir le pays. Le pays, quand on le défise, souvent quand ça se paye, on n'est jamais là. Et c'est aussi à ce titre que le chef de l'État a décidé, en ministre de l'Information, de prendre des dispositions pour offrir un toit à madame et à ses enfants. Ce travail-là, nous allons le commencer aujourd'hui. On fera en sorte qu'avant la fin de la saison des pluies, que ces familles... Au-delà de ça, il nous a aussi mandaté de faire en sorte que ces enfants étudient. Tout ça devrait vous sécher les larmes et dire que cet homme qui était un homme bien. Nous voulons encore joindre à celle du chef de l'État pour présenter à vous, famille, monsieur Daouda Tabansila, à ses collaborateurs, aux différents départements qu'il a servi, mais à tout le monde de la presse, nos condoléances les plus attristées. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Amen. Daouda Tabansila,
tu reviens à la vie pour la dernière fois, accompagné par toute la nation pour un heure avant de rejoindre ton taban natal, laissant ainsi cette question entière. Pourquoi dire que la mort viendra comme un voleur? Tout nous prépare. Dors en paix, guerrier. La Guinée pleure également un père de famille attentionné, un fils qui aimait sa contrée de tabac. Oui, c'est dans son village natal que repose à jamais Daouda Sylla. L'émotion était grande à l'arrivée du cortège funèbre. Amis, collaborateurs et personnes anonymes ont tenu à lui rendre un hommage mérité avant son inhumation. De Conakry à Taban, préfecture de Dubrika, voici la fin d'un parcours que nous retrace notre reporter Mamadou Alpha Baldé. Ultime tour d'honneur. Ultime voyage Conakry-Dubrika pour Daouda Sylla. Ce mercredi matin, le cortège funèbre de Taban arrive dans son village natal, Taban. Vive la mobilisation grande. Dernier témoignage, dernier recueillement pour sa famille, ses proches, collègues et admirateurs. Moi, tous mes papiers, la plupart des papiers que j'écris dans le service net, c'est Taban qui le corrige. Il corrige, et quand il corrige un papier, c'est formidable. Sur le plan, Taban, l'ordinateur avec lequel je travaille, c'est Taban qui m'a donné ça. Franchement, je ne peux que prier Dieu pour qu'il accueille dans son paradis. Vraiment, je ne veux pas laisser remercier le président de la République qui prend sa famille en charge. Ça, c'est vraiment très fort. Le Taban a marqué la République par son professionnalisme, charisme. L'enfant de Taban s'était inscrit dans la vision Tabanka 2050. Mais sa vision, parce qu'il suscite des vocations non seulement au niveau des 2 enfants qu'il laisse, mais des vocations au niveau de toute cette jeune génération qui est sa dernière demeure. Et je profite pour remercier les autorités, parce que notre souci, c'était que Taban ait un toit, que Taban ait une prise en charge. Donc toutes ces priorités sont prises en compte par les autorités. Donc on ne peut que les remercier aussi. Dans l'enceinte de l'école primaire de Taban, bondée avec des témoignages et pathétiques sur les valeurs et les qualités de l'homme. Puis des prières sont faites pour le repos de son âme. Taban ne m'a jamais appelé par mon nom. Il ne m'a jamais appelé par un jeune courageux, talentueux. La chance de connaître Taban, section d'infanterie de Kindia. Il faisait partie de ma compagnie et par son comportement, Taban m'a beaucoup marqué aussi, Kindia. Et presque il a marqué tout le monde. Le désormais chevalier de l'Ordre national du mérite repose au cimetière de Taban à côté de son papa décédé l'année dernière. Il va en paix. Dors en paix, champion. Dans le reste de l'actualité, bientôt le référendum du 21 septembre 2025. L'autorité de la communication déjà à pied d'œuvre pour une bonne couverture médiatique de la campagne. À retraite à Kindia, l'institution se dote de dispositifs pour une meilleure régulation durant la campagne référendaire. Mamadou Saluba, de retour de Kindia. À Kindia, dans 3 jours, les commissaires de la Haute Autorité de la Communication ont passé 3 jours d'intenses travaux sur la couverture médiatique de la prochaine campagne référendaire. Les réflexions ont abouti à 2 projets de décision majeure sur une information responsable et équilibrée durant la période de campagne pour le référendum du 21 septembre prochain. Nous avons pris une décision qui réglemente la couverture médiatique des médias d'État qui assurent un égal accès au courant du oui et du non. Une décision que nous avons prise concerne la couverture médiatique
par la presse. Au niveau des deux décisions, nous avons veillé à ce que les institutions de la République soient protégées, que l'ordre public soit protégé, que des discours de haine ne soient pas. Au cours de cette rencontre cruciale pour les médias, les commissaires et les points focaux de l'institution dans les régions se sont entretenus sur l'amélioration à l'intérieur du pays pour renforcer l'efficacité de la HAC sur l'ensemble du territoire national. Le guide qu'on a élaboré, feuille de route, qui désormais nous oriente et nous facilitera également le deux activités. L'un des objectifs aujourd'hui, c'est l'assainissement du visage médiatique. Durant les travaux, les commissaires de la HAC ont marqué une pause émouvante pour honorer la mémoire du journaliste de TG, Daouda Tabansila, décédé. Une marque envers la famille du défunt et le monde de la presse. À présent, la suite des décrets. Décret 250160 PRG CNRD SGG porte en nomination d'ambassadeur. Le président de la République, vu la charte du décret, article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés les fonctions ci-après. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée et le Royaume de Belgique, Madame Aïcha Nanette Condé, ancienne ministre. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République du Mali, Monsieur Ousmane Camara, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République de Guinée équatoriale, ambassadeur extraordinaire et potentiel de la République de Guinée, près la République islamique d'Iran, Monsieur Mamadou Baldé. Précédemment, premier secrétaire à l'ambassade de la République de Guinée en Espagne, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Guinée près la République de Guinée équatoriale, Monsieur Oumar Kandé, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République de Turquie. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République de Turquie, Monsieur Abdoulaye Fofana, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République du Mali. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près l'Organisation internationale de la francophonie OIF avec siège à Paris, France, Monsieur Ben Diawadou Traoré, précédemment premier secrétaire chargé de la communication à l'ambassadeur de la République de Guinée au Japon. Article, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 20 août 2025, Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0161 PRG CNRG fixant les dates d'ouverture et de clôture de la campagne référendum constitutionnel du 21 septembre 2025. Le président de la République, vu la charte décrète, article 1er. La campagne pour le référendum constitutionnel du 21 septembre 2028 est ouverte 2025 est ouverte le dimanche 21 août 2025 à 0h et est close le 18 septembre 2025 à 0h. Article 2. Pendant la campagne pour le constitutionnel, les réunions et les manifestations publiques se tiennent dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Article 3. La haute autorité de la communication, HAC, veille à ce que le principe d'égalité entre les opinions soit respecté dans les programmes d'information des organes de presse publics et privés. Les conditions d'élaboration, d'édition, de production, de programmation et de publication des échos de diffusion des émissions relatives à la campagne référendaire sont déterminées à disposition de la loi
Sur la haute autorité de l'article 4, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, le ministre de l'Information et de la Communication, le ministre de l'Économie et des Finances, budget, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de la Défense nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 5. Le présent décret prend acte de la date de sa signature et sera arrêté et publié au journal officiel de la République. Conakry le 20 août 2025. Général Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0162 PRG CNRD portant nomination de haut cadre au ministère du Budget. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont mis dans les fonctions ci-après. Directeur général des douanes, colonel Cheikh Gadiri Kondé, matricule 10208E, précédemment directeur général par intérim des douanes. Directeur général adjoint des douanes, colonel Sekou Ahmed Ba, matricule 202-027R, précédemment directeur général adjoint par intérim des douanes. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire est fait à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 20 août 2025, signé Général Mamadi Doumbouya. Comme annoncé dans les titres, coordination, dialogue et planification stratégique, ce mercredi, le palais de la Colombe de Boulbiné a accueilli la toute première réunion statutaire du Comité national du budget programme, une rencontre qui a connu une forte mobilisation des à tous les niveaux. C'est le premier chef de gouvernement, Amadou Riba, qui a donné le coup d'envoi des travaux. Ousmane Bangoura, Kabasouma, Mamis. C'est la toute première réunion statutaire du Comité national du budget programme, présidé par le Premier ministre Amadou Riba. Cette rencontre marque une étape décisive dans la mise en œuvre de la réforme du budget programme dans le pays. Objectif de cette première session, clarifier les rôles et responsabilités de chaque membre du comité pour une coordination renforcée et un dialogue permanent entre les différentes parties prenantes. La notion du budget de programme, c'est l'alignement des politiques budgétaires sur la vision du développement. Dans notre cas actuel, voulons mettre en œuvre le programme Simandou 2040. Donc tout ce que nous voulons faire, tout ce que nous pouvons faire dans le cadre des finances publiques, dans le cadre budgétaire, toutes ces actions doivent s'inscrire dans la logique du budget programme et par conséquent, les priorités fondamentales qui sont inscrites et dès le programme Simandou 2040. Le FMI vient de donc donner à la Guinée pour nous accompagner sur les aspects techniques pour une migration réussie. Le budget programme qui va être également une des prouesses, un des progrès de refondation de nos finances publiques, telle que inscrite par M. le Président, telle que M. le Premier ministre, et cela permettra à la Guinée de standardiser son mode de gestion. Les échanges ont permis de présenter les attributions de chacun, de points sur l'état d'avancement de la réforme et surtout de valider une... La souveraineté monétaire, c'est un degré, disons, de stabilité accrue pour dire je me prends en charge, je gère mes affaires avec sérieux, rigueur pour être performant. Volonté d'aller dans le cadre de la transformation économique de notre pays exige que nous soyons dans le cadre d'un environnement régulé, concerté, rigoureux, avec des objectifs à atteindre. Le budget programme visionne l'avenir de la Guinée,
La stabilité politique, la stabilité sociale, de la transition passe nécessaire par la mise en œuvre rigoureuse du budget programme. Une dynamique désormais enclenchée sous la houlette du choix pour faire du budget programme un véritable levier de PEDEC. Le ministre des Affaires étrangères et les ambassadeurs de l'Union européenne au menu des échanges, cette problématique, comment régler ensemble la question migratoire. Dr Maurice Sanda tient au traitement de ce dossier dans le respect de la dignité des migrants. Le point avec Amadou Touré. Partenaire de l'Union européenne et cadre du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger se retrouvent autour du chef de la GNN. Objectif, aborder une question devenue centrale ces dernières années, la migration irrégulière. Récemment, Dr Maurice Sanda Kouyaté a reçu un courrier de l'Union européenne. Pour le ministre guinéen, ce dossier doit être traité dans le respect migrant. J'ai rencontré les ambassadeurs, d'abord pour les remercier pour la bonne coopération que nous avons et leur implication dans la diffusion du projet de consultation reçu, les copies avec leurs commentaires et ces commentaires, donc je les ai remerciés. Et deuxièmement, nous avons traité aussi c'est la migration illégale. J'ai répété la phrase que j'avais prononcée. La réciprocité, expulser un Guinéen n'a rien fait, correspondra à l'expulsion réciproque d'un citoyen de ce pays-là. Mais ceci dit, nous devons travailler sur ce respect mutuel et réellement le grand problème de la migration illégale, qui est un trafic humain et qui est criminel. Ensemble pour trouver des solutions concertées, voilà entre autres ce que propose le chef de la diplomatie. Une idée que saluent les partenaires dans un élan de coopération affiché. Vous savez que nous ne ménageons pas nos efforts pour favoriser les mobilités. Nous avons à cœur de favoriser ces mobilités, en particulier pour les publics qui ont plusieurs actions qui sont déterminées, qui sont dynamiques en ce sens. Et je voudrais saisir cette occasion pour vous assurer de notre coopération continue en ce sens, pour favoriser la migration régulière que nous avons les uns et les autres. Je suis vraiment reconnaissante pour votre ouverture aux discussions. Certainement, ce que vous dites sur la dignité humaine, c'est bien sûr le plus important dans toutes les discussions qu'on a. Et aussi pour la coopération internationale. Nous savons très bien, comme à la Belgique, qu'on peut coopérer très bien avec la Guinée. Nous le faisons tous les jours avec notre agence de coopération EVEL. Vous pourrez compter sur l'Espagne comme un partenaire ici, en Espagne et en Europe. Et on va vous accompagner vraiment pour empêcher que n'importe quel monsieur puisse être approuvé et qui puisse mettre de la stabilité dans notre relation. Après avoir montré sa détermination en allant chercher lui-même les Guinéens désireux de revenir au bercail sur instruction du chef de l'État, Dr Maurice Sanda Kouyaté explique aux partenaires les mesures de retenir les jeunes en Guinée. Nous avons Simandou 2040. Et lui, entendons très bien. Beaucoup veulent venir. Les Guinéens cherchent à venir autour de Simandou. Profiter de cette vision du président de la République. Donc on doit travailler avec nos partenaires dans le respect de la dignité des migrants. Chacun joue son rôle pour qu'ils ne perdent pas. D'un côté, nous allons utiliser la sécurité totale et de l'autre côté, nous allons attirer les Guinéens, les jeunes Guinéens surtout, à rester en Guinée ou à revenir en Guinée à travers la grande vision du chef de l'État. Pour poursuivre, le chef de la diplomatie guinéenne compte se rendre à Bruxelles dans les prochains jours. Une rencontre avec la Commission de l'Union européenne est prévue
pour traiter en profondeur ce dossier. Tandang Kouyaté discutera également de la situation de l'ancienne Guinée à Bruxelles qui est actuellement en conflit avec la loi de ce pays. Repositionnement de la Guinée à l'international, le ministre Ismaël Nabé participe à la TICAD en marge des travaux qui vont s'écouler pendant 3 jours. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale échange avec des personnalités influentes du gouvernement japonais, mais aussi des partenaires techniques et financiers, parmi lesquels le ministre japonais des Affaires étrangères. Un faible point tout de suite avec Oumar Bari. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale Ismaël Nabé a entamé une tournée stratégique en Asie et du Sud-Est dans le cadre de repositionnement de la Guinée sur l'île et le renforcement des partenariats mutuellement bénéfiques avec des acteurs clés de la région. Le Japon a constitué la première étape de cette tournée marquée par une série de rencontres de haut niveau à Tokyo, 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, se déroule sur 3 jours. Parmi ses interlocuteurs, on note la rencontre du ministre japonais des Affaires étrangères Takeshi Iwaya, des responsables de la JICA, agence japonaise de coopération internationale, ainsi que des dirigeants de la Yokogawa Electric Corporation, leader mondial dans le domaine des technologies d'automatisation industrielle, contrôle de processus. Il a également rencontré les représentants de BIC, Banque japonaise pour la coopération internationale, une institution clé dans le financement des projets économiques japonais, ainsi que ceux de la Banque africaine de développement BAD. Je suis très heureux de recevoir le ministère et nous voudrions continuer les discussions sur comment nous pouvons les intérêts des entreprises japonaises. Pour la Guinée, notre entreprise Yokogawa Electric Corporation est très intéressée non seulement dans le secteur minier, où nous voulons proposer des solutions d'automation et des solutions de contrôle, mais également pour développer les jeunes guinéens et former pour qu'ils puissent travailler dans la transformation de l'aluminium. Aujourd'hui, j'ai bien appris de ce 40 qui est très stratégique, très structuré, mais je pense que l'enforcement des capacités humaines est de base de toutes les coopérations. On verra comment on va coopérer collaborer avec cette stratégie. Ça, on verra dans le proche futur. Un des moments forts de cette série d'échanges a été la présentation de la vision de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée, incarné par le programme Simandou 2040. Ce programme hautement stratégique et ambitieux est au cœur des priorités du gouvernement guinéen, transformer le pays en un hub économique et industriel régional d'ici 2040. Lors de ces échanges, le ministre Nabé a souligné l'engagement du président de la République dans la mise en œuvre de projets innovants et le renforcement des partenariats internationaux. Aujourd'hui, avec son Excellence le ministre en charge des Affaires, on les a parlé de la vision du chef de l'État, la vision du programme de développement responsable Simandou 2040. Il était vraiment content d'apprendre les 5 piliers, les centaines de projets, mais aussi une trentaine de réformes que la Guinée est en train d'élaborer pour le développement de notre pays d'ici 2040. On a aussi expliqué la situation politique de la Guinée, on vient de vulgariser, on est en train de finaliser la vulgarisation de la nouvelle constitution et le référendum aura lieu le 21 septembre de cette. Donc ils ont vraiment apprécié ce calendrier politique de la Guinée, mais aussi le développement que le chef de l'État a pour notre pays. Donc, on a aussi parlé avec le ministre des Affaires étrangères de l'année prochaine à Tokyo d'une table ronde par rapport au produit 2040. Nous avons aussi été reçus par le vice-président de la JICA. La JICA qui accompagne la Guinée dans tous les projets de développement, d'accompagnement qui est là aujourd'hui. Nous sommes sortis vraiment bien satisfaits
des rencontres que nous avons eues aujourd'hui avec les grands responsables japonais. Donc, ils nous ont promis qu'ils seront notre interlocuteur, notre partenaire stratégique pour le développement de la République Guinée sous la clairvoyance de son excellence le général Mamadi Doumbouya. La journée de ce mercredi a été couronnée par la cérémonie d'ouverture officielle de la TICAD, un événement majeur réunissant des délégations africaines et internationales. Cette cérémonie, co-présidée par Ishiba Shigeru et le maire de Yokohama, Yamanaka Takeharu, a été l'occasion de mettre en avant l'importance de renforcer les rôles du Japon et les pays africains, notamment dans le cadre du développement d'opérations internationales. Le Japon, à travers cet événement, a montré sa détermination à soutenir le développement général et de la Guinée en particulier et a souligné l'importance des partenariats sur des échanges mutuellement bénéfiques. L'aspect culturel du Japon et de l'Afrique a été à l'honneur, ajoutant une touche de diversité à l'événement et rappelant l'importance de l'opération interculturelle dans le renforcement des relations internationales. La Guinée avance dans la réforme de l'administration publique. Ce mardi, les ateliers techniques du programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique sont lancés à Conakry. Une étape majeure inscrite dans la dynamique du programme Simandou 2040. Mamadi Ternan Kamisoko. Réunis dans cette salle, experts, cadres administratifs et partenaires. Leur mission, passer au crible le dysfonctionnement relevé dans les ministres collectivités pour en tirer des solutions concrètes. Objectif affiché, bâtir une administration moderne au service des citoyens. À travers les différents ministères, nous avons plus de 5000 Guinéens qui ont donné sur la conduite à tenir pour notre administration publique. Vous ajoutez à cet effectif pour enrichir les données déjà collectées. Ça nous permettra de prendre la route qu'il faut pour une administration. Pour sa part, le ministre secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamanou, rappelle que la modernisation de l'administration publique est un pilier essentiel pour concrétiser la vision d'une Guinée émergente, prospère et inclusive. La modernisation de l'administration publique n'est pas seulement une nécessité, c'est un impératif face aux défis contemporains. Nous faisons face à un environnement en constante évolution, où les attentes des citoyens en matière de services publics sont de plus en plus exigeantes. En réponse à cela, il est de notre devoir de reformer nos structures et simplifier afin de garantir une administration moderne, permanente et proche des usagers. Le Premier ministre, le ministre directeur de cabinet de la primature, Mohamed Lamine Sissavané, insiste sur l'importance stratégique de ces assises. Ces ateliers qui vont se dérouler du 20 au 29 constituent pour le gouvernement guinéen un tournant très décisif. C'est l'occasion de prendre en compte vos avis, vos expertises dans le domaine de la réforme administrative. Nous voulons certes de la Guinée, cela ne peut pas se faire sans passer par ces réformes qui sont engagées depuis le 5 septembre 2021 sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Lancé officiellement le 14 mars dernier par le Premier ministre, le PREMAP est aujourd'hui dans sa phase opérationnelle. Ces thématiques marquent une étape décisive pour renforcer la gouvernance, poser les bases solides de la vision Simandou 2040. Enfin, cette campagne d'assainissement lancée dans la commune urbaine de Lampagny est initiée par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi en collaboration avec l'AGIROUT. Plus de 150 jeunes sont concernés par cet exercice. L'idée est de lutter contre la précarité juvénile et débarrasser la commune d'état d'immondice. Diallo Sununu Sidibé.
Pour faciliter l'évacuation des eaux usées et redonner du souffle aux caniveaux, une grande opération de nettoyage est lancée. Pendant ce temps, s'attelleront à dégager les immondices qui obstruent les caniveaux, débarrasser l'état d'eau et assainir les lieux. Une action pilotée par l'AGETIP, l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'employariat, avec l'AGEROUTE. Après les communes de Kaloum, de Matam, de Dixine et aux communes de Lambagne, parce que toutes les communes sont en partenariat avec l'AGETIP. Donc, c'est continu. Pour marquer l'importance de l'opération, les autorités locales se sont mobilisées. Le président de la délégation spéciale de Lambagne, aux côtés du ministre de la Jeunesse, a pris possession de cette première journée de travaux. On nous lave le dos, nous allons nous laver les mains en faisant participer les jeunes dans le curage. Nous avons argent prêté dans nos rues. Non seulement nous créons de l'emploi temporaire pour les jeunes, nous participons à l'assainissement de notre ville parce que cela y va de la responsabilité de chacun de droite ligne de la vision du général Mamadi Doumbouya. À travers cette initiative, l'AGETIP réaffirme son engagement en faveur de la salubrité publique, mais aussi de l'insertion socio-professionnelle angulaire de son action à travers le pays. C'était tout pour les infos. Grand merci à vous qui nous suivez à Taban et partout dans le monde. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.